nous sommes maintenant sur la table ronde qui va être sur l'innovation en santé et le numérique. Nous allons commencer par vous, Lydia Morlet. Vous êtes maître de conférences d'entreprise, directrice de l'Institut Droit et Santé et co-organisatrice de ce colloque. Le recours à l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé est désormais une réalité. Il existe des cas infirmiers notamment, qui utilisent cette intelligence artificielle. Alors, pour vous, quelles opportunités et menaces vous identifiez par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle en santé et quels sont les garde-fous qu'il faudrait mettre en place? Merci. Alors, avant de répondre à vos questions, je voulais tout d'abord exprimer toute ma satisfaction de voir ce colloque co-organisé entre l'Ordre national des infirmiers et l'Institut Droit et Santé. Le partenariat entre nos deux institutions existe déjà à présent depuis plusieurs années et je suis ravie, cher Patrick, que l'occasion soit ici donnée de renforcer encore ce partenariat. Je tiens également à remercier les intervenants qui se sont succédés et ceux qui sont encore à venir, et tout particulièrement le ministre qui nous fait l'honneur de sa présence à nos côtés dans quelques temps. Et je voulais aussi remercier Grégory Combe et Charlotte de Bruyne pour leur investissement efficace pour l'organisation de ce colloque. Et je l'indique parce que je pense que ça n'a pas été dit, que les actes de ce colloque seront publiés dans le journal de droit de la santé et de l'assurance maladie, que vous pourrez tous retrouver gratuitement sur le site de l'Institut Droit et Santé. Alors, mais venons-en à mon sujet, celui de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les soins infirmiers. J'ai prévu de vous parler dans une première partie des différents cas d'usage de l'IA dans l'environnement professionnel des infirmiers et j'aborderai dans une seconde partie les enjeux professionnels et juridiques de cette nouvelle technologie, ce qui permettra de répondre aux questions que vous m'avez posées, Grégory. Donc, première partie sur les cas d'usage de l'IA dans l'environnement des soins infirmiers. Alors, notre présentation pourrait commencer comme un film de science-fiction. Imaginez un patient qui arrive aux urgences, qui est installé devant une infirmière humanoïde, qui va utiliser des algorithmes pour lui poser des questions, pour relever ses constances, analyser sa détresse psychologique, voire peut-être même lui faire une prise de sang. Et grâce à toutes les informations qu'elle aura récoltées, l'infirmière robot analysera le besoin de prise en charge. Elle va ensuite lancer un autre algorithme qui va vérifier en temps réel, la disponibilité du personnel infirmier, et cette fois humain, et s'il y a des lits vacants ou pas. Les prélèvements réalisés par les soignants vont être ensuite confiés à un robot en charge de les acheminer au laboratoire d'analyse médicale, tandis que les documents du patient seront confiés à un autre robot pour distribuer aux différents services administratifs, à moins que ce robot se charge lui-même de scanner le tout. Voilà comment pourrait évoluer la prise en charge médicale grâce à l'IA. Alors, cela peut faire peur ou envie, selon la sensibilité de chacun. Mais en tout cas, ne vous trompez pas, mon propos n'a rien de futuriste, puisqu'en effet, à Hong Kong, en juin 2021, la société Hanson Robotics a présenté au monde entier Grace, son infirmière robot humanoïde. Et sa poitrine est pourvue d'une caméra thermique qui permet de prendre la température du patient, de mesurer sa réactivité et même de mener des psychothérapies analytiques. Et cette entreprise n'en est pas à son premier coup d'essai, puisque c'est elle qui a créé le robot Sophia, qui a même prononcé un discours devant l'ONU en 2017. Et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui est assez impressionnante. Alors, vous avez certains robots qui sont moins évolués, mais qui ont été mis en service dès 2018. Vous avez l'infirmier Moxie, qui est entré en phase de test dans certains hôpitaux américains et qui est en charge de la récupération et du transport de certaines marchandises médicales. À Toronto, un robot développé par Diligence Robotics a également fait son entrée dans une résidence pour personnes âgées. Et il s'agit ici plus particulièrement des robots dits sociaux qui devraient être développés donc dans les EHPAD parce qu'ils permettent en effet de divertir les personnes, mais aussi de stimuler leurs capacités cognitives et sensorielles, ce qui a été reconnu comme un moyen de retarder le développement de la maladie d'Alzheimer notamment.
Et puis on peut imaginer que lorsqu'ils se démocratiseront, ces robots sociaux pourront tout à fait jouer les assistants de vie auprès des personnes fragiles. Alors j'évoque ici la robotisation en santé, mais l'usage de l'IA ne passe pas forcément par un robot, il peut s'agir d'un simple logiciel. On connaît surtout les logiciels de diagnostic qui sont déjà dans le quotidien des médecins, surtout dans le domaine de l'imagerie médicale, et il a d'ailleurs été démontré qu'ils étaient déjà plus performants que l'œil de l'expert. Pour l'instant, les IA, ces logiciels de diagnostic sont majoritairement utilisés par les médecins, mais ils restent, c'est vrai, encore assez confidentiels chez les infirmiers. Mais pourtant, des solutions existent déjà et parfois même développées par les infirmiers eux-mêmes. On peut évoquer la solution Resilize qui propose une web app d'aide au diagnostic et à l'évaluation des personnes victimes de stress post-traumatique. On a d'autres IA qui sont plus spécialement développées dans l'éducation thérapeutique du patient et pour favoriser l'observance également. Et ainsi, une infirmière a créé à Montréal une plateforme de soins virtuels qui propose des vidéos pour guider les patients de manière personnalisée. L'IA accompagne également l'infirmier pour améliorer la prise en charge du patient. Aux États-Unis, par exemple, le dispositif Orbiter Assist prend la forme d'un assistant conversationnel tel Alexa et qui permet de solliciter oralement l'intervention d'une infirmière à distance. Et l'intelligence artificielle triera, hiérarchisera les demandes avant de les acheminer au personnel soignant. L'IA est également susceptible d'accompagner l'infirmier afin d'améliorer le parcours de soins du patient. Ainsi, l'URPS infirmier Auvergne-Rhône-Alpes a créé Heideline. C'est une plateforme qui met en relation les établissements de santé et les infirmiers libéraux afin de mieux organiser le retour à domicile. Et dans le même esprit, une infirmière française a créé Libéros qui met en relation des patients avec des infirmiers ou des kinésithérapeutes pour des soins, là encore, à domicile. Et il s'agit là de vraiment dispositifs gagnant-gagnant, puisqu'en fait, ça favorise la prise en charge du patient, mais ça permet aussi aux libéraux d'assurer une clientèle. Il faut aussi comprendre que l'IA s'avère un appréciable outil de développement de la télémédecine. Et ici, les infirmiers ont un rôle essentiel à jouer puisque ces dispositifs de consultation à distance exigent souvent que le patient soit accompagné d'un infirmier afin de le guider dans le lancement de la vidéo, dans l'utilisation des outils de téléconsultation. Par exemple, on a la start-up française Dental Monitoring qui permet d'analyser des photos et des vidéos de la bouche de patients pour identifier des problèmes dentaires. Et on peut imaginer le développement dans les EHPAD auprès de publics qui ne peuvent pas facilement se déplacer. Mais il faudra toujours l'aide d'un infirmier pour réaliser ces tests. On a aussi l'IA qui intervient dans les dispositifs de télésoins qui sont susceptibles d'être directement utilisés par les infirmiers. Par exemple, dans le suivi des maladies chroniques, puisque ça permettra de limiter les obligations de déplacement auprès des patients. Et à travers la télémédecine et le télésoin, eh bien, on comprend que l'IA apparaît comme un appréciable outil de lutte contre les déserts médicaux. L'intelligence artificielle présente enfin l'avantage de dégager du temps médical en confiant à la machine des tâches administratives chronophages et aisément automatisables. Et se développent ainsi les solutions RPA pour Robotic Process Automatization, qui permet donc l'automatisation des fonctions administratives de la gestion des soins. On a également les techniques d'intelligence clinique ambiante qui sont capables de capter les échanges entre un médecin et le patient pour une saisie directe et automatisée des données médicales. Et ici, la plus-value, elle apparaît avec évidence lorsqu'on sait que lors d'un rendez-vous médical, un soignant passe plus de 50% de son temps à enregistrer des données et seulement 13% à échanger avec son patient. Et dans une étude menée par General Electric, 61% des soignants ont indiqué que l'IA leur a permis de consacrer plus de temps à leurs patients.
Ces différents exemples proposés dans ma première partie auront permis de montrer que l'intégration de l'IA dans les soins infirmiers est déjà une réalité, et ça avait déjà aussi été évoqué par Guy Valencien avant moi. Et donc, à présent, il importe d'aborder dans une seconde partie les enjeux d'un tel constat. Et donc, deuxième partie sur les enjeux professionnels et juridique du développement de l'IA dans les soins infirmiers, en commençant donc sur l'impact du développement de l'IA sur la profession. Je veux insister ici sur le fait que les infirmiers ne doivent pas craindre les évolutions induites par l'IA, mais au contraire avoir une démarche proactive ou en tout cas réceptive de l'intégration de l'IA. Alors, c'est vrai que ça peut quelque part s'avérer anxiogène, l'IA, parce que l'on sait que le développement implique la suppression d'un certain nombre de métiers, puisque dans certains domaines, la machine remplacera l'homme. Et il est vrai que l'infirmier qui rechignerait à utiliser ces nouvelles solutions, eh bien, risquerait de se trouver rapidement dépassé. Mais à l'inverse, on peut penser que ceux qui adopteront la technologie IA auront des opportunités appréciables d'avancement. Et en résumé, mieux vaut participer aux évolutions de sa profession plutôt que de les subir. Mais surtout, il faut comprendre que l'essor de l'IA peut s'avérer une véritable chance pour la profession infirmière, car dans beaucoup de domaines, ces techniques ne peuvent se développer sans l'entremise de l'infirmier, qui devra donc accompagner l'utilisation de cette IA auprès des patients. Et je pense que ça pourrait conduire à une nouvelle articulation des tâches entre médecins et infirmiers, et dès lors permettre de bouger les lignes entre ces deux professions. Vous avez donc ici une place à prendre et à revendiquer. Et il semble même que l'on puisse voir naître de nouveaux métiers infirmiers, puisqu'il faudra des connaissances techniques spécifiques pour le développement et la mise en œuvre de l'IA. Certains infirmiers vont être amenés à jouer un rôle charnière entre l'informaticien qui va paramétrer l'IA et le médecin qui l'utilisera auprès du patient. D'autres infirmiers seront même investis dès la conception des dispositifs d'intelligence artificielle afin de vérifier qu'ils sont bien conformes aux intérêts et aux usages auprès des patients. Et à ce titre, on pourrait imaginer des super infirmiers aux compétences reconnues en matière d'IA. Et vous pensez comme moi, j'en suis sûre, à toutes les opportunités que représente la délégation de compétences entre médecins et infirmiers, ou mieux encore, aux possibilités offertes par la reconnaissance de la pratique avancée déjà évoquée jusqu'alors. Et donc, ne pas oublier aussi que l'IA peut être aussi une chance pour le système de santé, puisque c'est un moyen aussi de répondre à la pénurie nationale d'infirmiers. Donc, pour toutes les raisons évoquées, il importe que les infirmiers dépassent la défiance que suscite chez certains d'entre eux l'IA et se saisissent au contraire des opportunités qu'elle représente. Mais encore faut-il pour cela que l'infirmier soit formé à l'IA. Et là, malheureusement, les formations sont encore assez rares, même si de belles initiatives existent. Je sais par exemple qu'un module d'IA en santé est enseigné dans un IFSI d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, il faut souhaiter la généralisation de ce genre d'initiative. Il importe enfin que les infirmiers soient formés pour que l'IA se développe dans le respect des règles de droit. Et donc, je voudrais évoquer pour finir cette exigence d'une utilisation de l'IA respectueuse des droits des patients. Alors, il faudra que j'aille vite sur ces questions-là, évidemment, mais si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire à ma masterclass Intelligence artificielle et droit de la santé. C'était le petit moment pub. Et aussi, je vous invite, si ces thématiques juridiques vous intéressent, à suivre notre actualité sur le site de l'Institut Droit et Santé. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre veille juridique, ce qui vous permettra de recevoir toute notre actualité. Alors, quelques éléments à retenir en matière de droit. Tout d'abord, vous indiquez que le corpus législatif a été récemment enrichi grâce à la nouvelle loi bioéthique du 2 août 2021 avec des dispositions spécifiques consacrées à l'IA en santé. Il faut aussi savoir que le patient n'a pas besoin de consentir à l'utilisation de l'IA parce que pour le moment, l'IA ne constitue pas un acte de soin. C'est juste un outil d'accompagnement du soignant. Et donc, il n'y a pas besoin du consentement. Par contre, il est essentiel que le patient soit informé de l'usage de l'IA dans son protocole de soins
Alors dans les faits, il y a de fortes chances que cette mission soit déléguée à l'infirmier qui devra donc s'assurer de la bonne compréhension du patient. Et il faut aussi se souvenir que le patient pourra refuser le recours à l'IA et qu'un tel refus devra être respecté. Le patient doit également avoir accès au verdict de la machine, en plus de celle du soignant, de celui du soignant. Et le projet de règlement européen consacré à l'IA et qui a été publié le 21 avril 2021 a par ailleurs enrichi l'obligation d'information avec l'obligation de délivrer des informations sur les limites de l'IA et également sur l'origine des données qui auront alimenté l'IA. Mais c'est une information à destination du soignant et non pas du patient ici. Il importe donc que les infirmiers soient pleinement impliqués et conscients de leur mission informative et cela s'avère essentiel pour qu'on ait le développement d'une IA de confiance. Or, actuellement, 88% des patients considèrent qu'ils ne sont pas assez informés sur les usages et les impacts de l'IA en santé. Autre droit du patient, celui-ci doit être en mesure de prétendre à une garantie humaine en cas d'utilisation de l'IA dans son protocole de soins. L'idée est de garantir la présence d'un humain aux côtés de la machine pour qu'elle ne décide pas seule du traitement, mais qu'elle soit simplement un appui décisionnel aux soignants. Et la présence de l'infirmier pourra constituer cette garantie humaine qu'on ne sait pas encore comment exactement on la mettra en œuvre. Au regard des respects des droits des patients, il faudrait aussi que je mentionne toutes les exigences posées par la réglementation sur la protection des données et le fameux RGPD. Mais comme Adèle Lutin va me succéder sur ce sujet, je fais l'économie de cette thématique. Et en conclusion, pour ne pas être trop longue, j'espère vous avoir démontré l'intérêt d'une meilleure connaissance de l'IA par les infirmiers, afin qu'il n'y ait pas de défiance à l'égard de cette technique, mais qu'au contraire soient saisies toutes les opportunités, toutes les potentialités de ces dispositifs intelligents, aussi bien pour les patients que pour la profession infirmière. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment. Alors, je sais que j'avais dit que je ne poserai pas les questions en termes de timing, mais il y en a une qui nous vient des étudiants qui me semble particulièrement importante. L'IA pourrait-elle faire partie intégrante des méthodes pédagogiques comme en simulation pour se sensibiliser et se former à cette technologie? Ah mais complètement, c'est un élément que j'ai écarté de mon propos au regard du temps limité qui m'était consacré. Mais oui, l'IA peut être intégrée dans la formation des soignants, dans la formation des infirmiers, avec le développement notamment de ce qu'on appelle les serious games, des mises en situation. On met une situation clinique en disant quel médicament vous donnez, voilà la réaction du patient, qu'est-ce que vous faites. Et donc, ça serait une première approche de l'IA. Et c'est vrai que si on intégrer l'IA dès la formation des jeunes infirmiers, des jeunes soignants, plus naturellement, ils seraient plus à même de l'intégrer ensuite au stade du soin. Merci infiniment. Désolé de devoir vous presser à cause du temps. Donc, je vais directement donner la parole à Adèle Lutin, qui est docteur en droit, spécialiste de la protection des données, membre associé de l'Institut Droit et Santé. Alors, je vais vous poser la question directement. Comment est organisée la data santé en France? Comment favoriser son utilisation, notamment à des fins de recherche, tout en apportant à l'usager les garanties nécessaires en matière de transparence dans le traitement des données? Bonjour. Déjà, monsieur, vous m'entendez bien? Parfaitement. Super. Merci beaucoup déjà pour la possibilité d'intervenir à ce colloque qui est d'être à cette table ronde avec des personnes d'une aussi grande qualité. C'est vraiment un honneur pour moi. Donc, je voulais effectivement vous parler de la question des données qui peuvent être utilisées pour produire justement l'IA qui est au centre de nos discussions cet après-midi, et donc vous faire une petite présentation des grosses bases de données qui existent en France et la façon dont elles peuvent être utilisées. Parce que du coup, pour produire l'algorithme, il est déjà nécessaire de l'entraîner et donc notamment d'utiliser des données qui proviennent du système de soins. Et donc la France est effectivement réputée comme disposant de grosses bases de données massives et d'une très grande valeur, mais qui sont difficilement exploitables. Donc du coup, je vous propose de faire un petit panorama des bases de données qui existent. Et donc il y en a notamment une qui est vraiment énorme et qui s'appelle donc le Système national des données de santé, donc le SNDS, qui existe depuis 2016.
Donc, depuis 2016, il y a un certain nombre de flux de données qui viennent alimenter le SNDS, et donc notamment les données de l'assurance maladie, donc les données de consommation de soins en ville. Donc ça, c'est à la fois la consommation, enfin les informations qui remontent des infirmiers libéraux, des médecins, des dentistes, des sages-femmes, par le codage du coup des consultations ou des actes qui sont réalisés en ville, donc dans le SNIRAM, donc le système national d'information interrégime de l'assurance maladie. Il y a également les données de consommation hospitalière, donc le programme de médicalisation des systèmes d'information. Donc ça, c'est avec des codages un peu plus fins qui permettent par exemple de savoir les médicaments qui ont été prescrits, les diagnostics qui ont été posés, la durée du séjour, le mode de sortie. Donc il est par exemple possible de savoir si une personne est décédée ou pas, et également la base de certificats des causes médicales de décès. Là aussi, c'est une remontée de code avec du coup le codage du type de décès. Donc, on peut savoir si la personne est décédée d'hypothermie ou parce que un morceau de serviette a été laissé dans le corps après une opération, par exemple. Donc, c'est ces 3 flux de données qui alimentent le SNDS depuis 2016. La loi prévoyait qu'il y avait 5 flux, donc 2 en plus qui aujourd'hui ne sont pas en place. Donc, notamment les données relatives au handicap. Donc, c'est les données des maisons départementales du handicap et de la CNSA. Mais donc ça, c'est en cours de construction parce que ça demande une grosse infrastructure technique pour que toutes les données des MDPH remontent et qu'ensuite elles puissent être envoyées au SNDS. Il y a également un autre flux de données qui est très intéressant, qui est les données des échantillons des organismes d'assurance maladie complémentaires, notamment pour connaître le reste à charge des personnes. Donc, pour savoir ce qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie ni les mutuelles et du coup qui reste à payer par les patients. Mais ça également, il y a des gros enjeux puisque du coup, ça implique que les assurances privées se mettent d'accord entre elles sur le type de données qui peuvent être remontées, qu'il y ait une harmonisation qui soit faite et puis que ça soit des données qui puissent être remontées à fréquence régulière pour qu'on puisse voir les évolutions. Donc ça, c'était en 2016. En 2019, le législateur ambitieux a décidé de rajouter des autres flux de données. Et donc, voilà. Enfin, aujourd'hui, quasiment 95% des données qui sont produites dans le système de santé font partie du SNDS. Alors, elles sont pas remontées techniquement dans une base de données. Et donc, par exemple, donc dans les nouvelles sources du SNDS, il y a toutes les données qui occasionnent un remboursement. Donc, par exemple, les soins, maternité, accident de travail, maladie professionnelle, les données relatives à la perte d'autonomie, les enquêtes dans le domaine de la santé, les visites médicales, dépistage obligatoire à l'école, la PMI, aussi la médecine du travail. Mais donc, ces dernières données qui ont été ajoutées en 2019, elles sont pas aujourd'hui disponibles dans le SNDS en tant que base centralisée. Elles existent parce que du coup, elles sont chez les producteurs de données, mais elles sont pas encore il n'est pas possible d'aller voir une seule personne pour accéder à l'ensemble de ces informations. Et donc, du coup, dans le SNDS, il faut quand même préciser qu'il n'y a pas de données directement identifiantes. Donc, quand on va dans la base, on ne peut pas savoir que Adèle Lutin a été malade à telle date. Il n'y a pas non plus le numéro de sécurité sociale. En fait, les données sont hachées. Donc, le numéro de sécurité sociale est haché 2 fois pour que, du coup, ça donne un autre identifiant. Par contre, mon numéro de sécurité sociale est toujours haché de la même manière. Ce qui fait qu'on peut me suivre en fait pendant tout mon parcours de soins jusqu'à ce que je décède avec le même numéro. Donc ça permet d'avoir des informations très précises. Comme on est suivi toute sa vie, on a un accès très restreint à certaines variables, puisque du coup il y a des variables dans la base de données qui sont considérées comme des identifiants potentiels. Et donc ça va être par exemple la date de naissance en mois et année, la date des soins, la date du décès, parce que dès qu'on a plusieurs de ces informations, il est très facile de pouvoir retrouver une personne dans la base de données et donc du coup de pouvoir retrouver qui elle est, ce qui n'est pas souhaitable et ce qui est interdit par la loi. Et donc, l'ensemble de ces bases dont je vous ai parlé, donc le SNIRAM, le PMSI et le CEPIDC, sont aujourd'hui donc dans une base centralisée et mise à disposition par la Caisse nationale d'assurance maladie. Et à terme, du coup, l'ensemble des données mentionnées devra être regroupé à la CNAM. Et il y a également un catalogue de données qui est mis à disposition par la plateforme de données de santé. Le contenu du catalogue doit être défini par arrêté qui n'a pas encore été publié. Et donc, le catalogue de la plateforme et la base principale de la CNAM, ça constitue le SNDS centralisé. Mais bon, du coup, comment est-ce qu'on peut accéder à ces données? Parce que du coup, elles sont hyper intéressantes et hyper complètes. Mais comment est-ce qu'on y accède? Il y a 2 possibilités, soit des accès permanents, soit un accès projet. Et donc, les accès permanents, c'est limité à des structures publiques
Typiquement, les équipes de recherche des centres hospitaliers ou des centres de lutte contre le cancer, par exemple. Donc, dans ces cas-là, ces accès-là sont listés par décret. Donc, on sait qui y a accès, pour quelle profondeur et quelle étendue. Parce que du coup, par exemple, il y a certaines structures qui ont un accès limité à la région pour laquelle ils sont compétents. Parce que du coup, un accès national ne sera pas forcément souhaitable, ou un accès avec une profondeur plus restreinte. Certains, ça pourrait être 5 ans, d'autres, ça va jusqu'à 19 ans. Il est aussi l'accès aussi modulé en fonction des variables dont vous avez parlé, les identifiants potentiels. Tout le monde n'a pas accès à la même étendue. C'est lié à la mission qui est confiée à la structure. Donc ça, c'est les accès permanents. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de demander une autorisation. Ils ont un accès et donc pour les missions qui leur sont attribuées, ils peuvent accéder régulièrement aux données. Et il y a les accès projets, et ça, c'est plus lié à l'intelligence artificielle parce que c'est souvent des accès projets qui vont développer des algorithmes et qui vont du coup accéder au SNDS pour réaliser ces objectifs-là. Et donc, tout le monde peut accéder au SNDS, il n'y a pas de restriction. Juste, il y avait avant, en 2016, une obligation d'accéder au SNDS pour des fins de recherche, étude ou évaluation, à condition que ça soit compatible avec les objectifs du SNDS et qu'il y ait un motif d'intérêt public. Mais depuis 2019, on peut faire de la recherche, mais aussi constituer des grosses bases de données pérennes pour, par exemple, apparier des dossiers médicaux avec des données du SNIRAM, et donc avoir une base de données assez pérenne de façon locale pour pouvoir travailler de façon un peu plus souple que ce qui est disponible sur le portail de la CNAM, qui limite parfois le nombre de logiciels qui peuvent être utilisés parce que tous ne sont pas compatibles avec le portail de la CNAM. Et donc, du coup, tout le monde peut accéder aux données du SNDS à condition qu'il y ait des respects de grands principes, donc l'intérêt public, la transparence des résultats et des moyens d'analyse, puisque du coup, une fois qu'on fait une analyse et qu'elle est finie, il faut donc transmettre à la plateforme des données de santé les résultats, ainsi que la façon dont on a obtenu ces résultats. Donc ça, notamment pour les questions d'intelligence artificielle, ça peut être très intéressant pour le grand public d'accéder à ce type d'informations, ou même pour les soignants, en fait, pour savoir un petit peu ce qui est fait au niveau de la recherche et ce qui bientôt arrivera et impactera leur pratique. Et il y a également une petite restriction quand même, c'est pour les acteurs qui sont les industriels et les assureurs dans le domaine de la santé, puisqu'en fait, du coup, comme ils y ont une possibilité d'accès à ces données, le législateur a tout de même voulu encadrer cet accès. Et donc, il y a deux possibilités. Soit ils doivent passer par un intermédiaire qu'on appelle un laboratoire de recherche ou un bureau d'études, ou alors ils doivent prouver qu'ils ne vont pas poursuivre des finalités interdites. Les deux finalités interdites, ce sont les suivantes, c'est soit la promotion commerciale des produits de santé ou la sélection de risques ou la tarification au risque dans les contrats d'assurance. Donc du coup, l'objectif, c'est que si un assureur, par exemple, demande à accéder au SNDS, soit il démontre qu'il ne peut pas poursuivre l'une des deux finalités, mais bon, c'est compliqué de démontrer qu'on ne fait pas quelque chose, ou il doit passer par un intermédiaire. Donc, il rédigera le protocole avec cet intermédiaire et jamais il n'aura accès aux données. C'est l'intermédiaire qui fera tout, qui accédera aux données, qui produira les résultats. Il n'y aura pas du tout d'accès par l'assureur. Pour l'instant, dans ma mémoire, il y a une seule structure qui a réussi aujourd'hui à faire un accès direct. C'était un industriel de santé qui est passé par la plateforme des données de santé pour développer justement un produit d'intelligence artificielle sur l'insuffisance cardiaque, en croisant les données de pacemaker et du SNIRAM, pour pouvoir prévenir des choses sur l'insuffisance cardiaque. Et donc, typiquement, l'accès projet pour accéder aux données du SNDS, ça implique de déposer un dossier à la plateforme des données de santé, qui ensuite le transmet à un comité éthique et recherche et scientifique qui examine le dossier, qui émet un avis, donc soit favorable à la recommandation, soit défavorable. Ensuite, en fonction du choix de la personne, soit de revoir son dossier, soit de le transmettre directement, le dossier est transmis à la CNIL. Et ensuite, une fois que l'autorisation est obtenue par le chercheur, enfin le porteur de projet, des conventions doivent être signées avec la plateforme des données de santé ou avec la CNAM. Donc ça fait un processus quand même assez long, mais il est quand même possible d'accéder à ces données. Et il y a également des procédures simplifiées qui ont été mises en place par la CNIL, qui aujourd'hui ne permettent pas du coup de croiser les données du SNDS avec d'autres sources, mais il y a quand même des accès au SNDS qui sont prévus, qui sont simplifiés.
notamment avec les méthodologies de référence. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'autorisation de la CNIL qui est requise. Ça implique que les personnes soient conformes à la méthodologie de référence, qui liste un certain nombre d'exigences et qui donc dépose un engagement de conformité auprès de la CNIL, et que chaque étude qui est réalisée et qui est conforme à l'MR soit inscrite sur le répertoire des études tenues par la plateforme des données de santé, ce qui permet une transparence en fait pour les personnes de savoir ce qui est fait avec les données du SNDS, que ce soit les soignants ou que ce soit les personnes civiles qui sont intéressées par ce sujet. Donc voilà, c'était le petit panorama que je vous proposais sur l'utilisation des données de santé dans le cadre de l'intelligence artificielle. Merci infiniment, merci pour ce panorama très clair, très lisible et percutant. Je suis vraiment désolé qu'on ne puisse pas vous poser plus de questions au regard de l'agenda qui est un peu tenu, mais merci infiniment pour votre intervention. Nous allons donc donner la parole à Jacques Lucas. Vous présidez l'Agence nationale du numérique en santé depuis 2019 et vous êtes membre associé de l'Institut Droit et Santé. L'agence accompagne la transformation numérique du système de santé aux côtés de l'ensemble des acteurs. Question simple. Quel bilan tirez-vous et quelles perspectives voyez-vous pour le numérique en santé dans les années à venir? Simple. Comme disait l'humoriste, c'est très difficile de faire des prédictions, surtout quand elles concernent l'avenir. Mais je vais quand même essayer de vous le dire. Et d'abord que je viens du monde des professionnels de santé, puisque je suis cardiologue. Et tout récemment encore, avant de présider l'agence, j'étais premier vice-président et délégué général au numérique du Conseil national de l'Ordre des médecins. Je vais donc essayer de vous donner une opinion assez brièvement, compte tenu du temps que nous avons, ce qui vous donnera éventuellement l'occasion de me réinviter pour que je complète ma pensée. Le premier point, lorsque l'on parle du numérique, c'est d'abord de couvrir l'intégralité du territoire, que ce soit le territoire continental ou la France des Outre-mer. C'est le premier point. Et il y a actuellement une impulsion très forte de l'État en matière de santé, bien sûr, sur le sujet, mais pas que. Le président de l'Association des maires des petites villes de France nous a bien dit que l'attractivité passait également par l'école, bien évidemment, par les distractions, la culture et par les services publics. Donc il faut qu'en tout point du territoire, on puisse avoir accès à Internet, et il y a encore des progrès à faire. Le deuxième point, c'est qu'il faut que la formation des professionnels aux moyens numériques s'accentue, car il existe encore une appréhension devant le nouveau monde qui s'ouvre devant nous. C'est-à-dire que l'ancien monde est en train de s'éteindre, le nouveau monde n'est pas encore complètement arrivé, et nous sommes dans une situation un peu crépusculaire qui crée de l'appréhension, surtout avec la situation pandémique que nous connaissons, mais même en dehors de ça, tant pour les professionnels de santé que pour les patients, les usagers et les citoyens. Sur la formation des professionnels, il existe actuellement un travail qui est en cours à l'agence et avec le ministère, puisqu'il y a un chargé de mission sur cette formation, avec un rapport qui sera prochainement publié. Ce ne sera pas bien évidemment un rapport théorique, mais cela débouchera sur des aspects extrêmement concrets, tant en ce qui concerne la formation initiale que la formation permanente. Le troisième point, c'est que les acteurs privés dans le numérique, les licornes finalement, il en existe quelques-unes en France, doivent bien évidemment être associés aux moyens de l'État, et que l'État n'a pas, par nature, l'agilité que peuvent avoir des organisations privées. On peut citer ici Doctolib comme une des grandes licornes qui traite des données personnelles de santé finalement, mais il y en a bien d'autres. Et il y aura, et c'est aussi un caractère innovant, des applications référencées par l'État, obéissant à un certain nombre de critères relatifs à la sécurité, à la portabilité des données, à des aspects éthiques également, qui, étant référencés par l'État, seront publiés dans un catalogue qui fera partie de l'espace numérique en santé, de mon espace santé, comme on le dit actuellement, qui est un des grands projets du numérique d'État dans l'année 2022. Ces acteurs privés, bien sûr, auront une marge très ouverte à la condition qu'ils respectent strictement les référentiels portant sur l'interopérabilité,
portant sur la sécurité, qui sont quand même les deux points majeurs quand on traite des données. Le quatrième point, c'est qu'il doit y avoir également un bouquet de services qui va être ouvert pour les professionnels de santé, afin que, ayant été formés ou s'étant formés en cours de route, ils puissent utiliser les outils numériques sans appréhension, les utiliser de manière professionnelle, parce que l'exercice d'une profession de santé suppose quelques exigences qui sont portées par les codes de déontologie professionnelle, et ici on n'est pas sur WhatsApp par exemple. Les téléservices, donc ce bouquet de services comprendra des téléservices et notamment les téléservices développés par l'assurance maladie, mais également probablement des services de formation continue, car on voit bien que la formation continue peut passer par le numérique et ne pas nécessiter nécessairement des situations en présence. Nous en avons d'ailleurs une très belle illustration aujourd'hui, puisqu'il y a des intervenants physiques qui sont présents dans l'amphi et d'autres qui sont à distance, et tout se passe très bien, même si tout ne doit pas se faire à distance, afin de garder quand même des rapports humains qui soient chaleureux par la proximité et par la vue physique, en espérant que dans quelque temps, on pourra également s'embrasser, ce qu'on ne peut pas faire actuellement à cause de nos masques. Le cinquième point, c'est qu'il faut que le numérique soit au service de la santé, et que pour être au service de la santé, il doit être inclus directement dans les logiciels. Et qu'il ne faut pas que, tant pour les professionnels de santé que pour les usagers d'ailleurs, puisque les usagers vont devoir manipuler des instruments, notamment par exemple pour la télémédecine, il faut que ce soit nativement présent dans l'utilisation des logiciels, tant pour ce qui concerne les établissements de santé, l'hôpital public ou les cliniques privées, que dans le secteur libéral. Et il y a eu un très gros effort de l'État, un très gros effort financier de l'État, puisque 2 milliards d'euros ont été débloqués, afin que ces fonds dédiés servent d'une part à l'équipement, avec la mise à jour des logiciels dans le cadre des couloirs du Ségur numérique, et je sais que les infirmiers vont rentrer bientôt dans le couloir en étant rassurés, puisque tous les couloirs arrivent bien sûr sur la même place. Il ne s'agit pas que ce soit des couloirs divergents, mais il faut traiter un peu profession par profession. On a commencé d'ailleurs par l'hôpital, qui n'est pas une profession en soi, mais il y a des professionnels de santé à l'intérieur. Ensuite, la médecine libérale, les pharmaciens en font également partie, et les autres professions de santé, vous noterez que je ne dis pas les auxiliaires médicaux, que les autres professions de santé en feront partie. Cet équipement est intégralement pris en charge par l'État, j'insiste bien, et ne sera donc pas aux frais des professionnels de santé pour qu'ils s'équipent, afin que les différents logiciels dans les différents secteurs d'exercice soient parfaitement interopérables, puisqu'il faut que les logiciels se parlent entre eux, en langage informatique, si je puis dire, pour que l'on puisse effectivement faire de la santé numérique. Et puis, par ailleurs, afin d'inciter les professionnels, il y a des fonds dédiés qui ont été décidés entre l'assurance maladie et les syndicats des différents professionnels pour les usages, puisqu'il ne suffit pas encore d'avoir les logiciels, il faut les utiliser. Donc usage au DMP, usage à la messagerie sécurisée en santé, usage pour la prescription électronique. Et on peut penser, bien évidemment, très clairement, que dans les années qui viennent, et ça c'est pas pour dans 15 ans, de l'intelligence artificielle se trouvera à l'intérieur des logiciels afin de faciliter les exercices professionnels et même les plannings professionnels des différents professionnels de santé. Tout ceci doit aboutir en fait à améliorer l'accès aux soins dans les territoires. On a bien vu que c'est quand même une très grande préoccupation de tous les participants à cette table ronde, et notamment du président de l'association des petites communes de France, enfin des petites, elles ne sont pas si petites que ça d'ailleurs, des petites villes de France. La coordination des soins, la coordination des prises en charge et des soins dans la proximité suppose que des exercices regroupés des professionnels, ces exercices regroupés des professionnels ne se font pas nécessairement dans un même lieu, comme les maisons de santé
pluriprofessionnel, mais il peut s'agir d'un exercice en pôle avec des professionnels qui peuvent être disséminés sur un territoire relativement limité, à la condition qu'il existe bien sûr que les données du patient soient accessibles à tous ceux qui font partie de cet exercice regroupé, avec une traçabilité de l'accès aux données, c'est-à-dire qu'il faut un dossier partagé. Ce dossier partagé peut être le DMP, le dossier médical partagé, qui est, comme vous le savez, le monstre du Loch Ness depuis une quinzaine d'années, mais qui sera intégré dans l'espace numérique en santé. C'est-à-dire que tant les professionnels de santé libéraux, donc les infirmiers, que les professionnels de santé salariés dans les établissements auront des dotations financières relatives à cela, recevront en quelque sorte, auront un intérêt financier à alimenter le DMP. Alors on peut dire, mais c'est pas normal, ça fait partie de leur travail. Je dirais qu'en contrepartie, il n'y a pas de majoration dans le secteur libéral de la valeur de l'acte médical, mais une dotation financière qui sera dédiée aux usages que l'assurance maladie peut bien évidemment contrôler. Ça peut être aussi ce dossier partagé, le dossier informatisé des structures. Une maison de santé pluriprofessionnelle peut parfaitement héberger, ou elle fait héberger, qu'importe, de façon à la condition que ce soit sécurisé, un dossier patient, et que ce dossier patient sera accessible aux professionnels qui exercent dans la maison de santé pluriprofessionnelle, mais sera également accessible à distance pour les autres professionnels de santé qui seraient rattachés à cette maison de santé pluriprofessionnelle, mais qui iraient exercer éloignés de la maison, si je puis m'exprimer ainsi, et on voit bien qu'il peut y avoir des consultations avancées, par exemple, à distance, où les professionnels de santé vont faire un déplacement pour aller, du coup, dans les petits bourgs, même si ce ne sont plus des petites villes, mais ils pourront aller à tour de rôle, et le dossier du patient, il sera hébergé dans la maison de santé pluriprofessionnelle. Et les patients, finalement, ils sont attachés, bien évidemment, à un infirmier, une infirmière, un médecin. Mais finalement, s'ils sont en demande de soins et ont un besoin de soins, ils en prendront un autre. Et on voit bien d'ailleurs que dans les cabinets de groupe actuellement, les patients ont un médecin de préférence, mais quand le médecin n'est pas là, eh bien, ils vont voir un des associés du groupe. Et j'imagine que c'est la même chose pour ce qui concerne les infirmiers. À côté des exercices regroupés, il peut y avoir aussi des exercices associés. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Cela fait partie des communautés professionnelles de territoire de santé. Et dans les communautés professionnelles de territoire de santé, il peut y avoir plusieurs maisons de santé pluriprofessionnelles, ça dépend de l'importance du territoire. Il peut y avoir aussi des cabinets libéraux d'infirmiers qui ne sont pas dans une maison de santé pluriprofessionnelle, mais ce sont des exercices associés. Et on voit que là, dans ces exercices associés, la télémédecine, comme le télésoin d'ailleurs, peut tenir une place très importante. Parce qu'un des ordres professionnels a parlé des mésusages de la télémédecine en disant qu'il fallait que ce soit toujours le médecin traitant qui soit à l'origine. Cette pétition de principe est très bonne, mais quand il n'y a pas de médecin traitant, comment on fait? Et vous avez vu que monsieur le maire, ce matin, nous a dit « mais moi, je n'ai pas de médecin traitant ». Donc, il faut bien qu'il y ait un autre moyen que des plateformes de télémédecine peuvent apporter une solution. Je ne dis pas que c'est la solution idéale, mais c'est une solution. Le deuxième point que je veux aborder, en restant dans le cadre de l'épure, c'est je veux, avant de passer au dernier point, c'est que dans tous les cas, bien évidemment, il faut que les accès au dossier soient tracés, que le patient puisse savoir qui a accédé à son dossier et s'il s'agit bien d'un professionnel habilité par lui-même pour accéder à ce dossier, sauf bien évidemment cas d'urgence. Et que si un professionnel a accédé à un dossier alors qu'il n'était pas habilité, il doit y avoir une sanction disciplinaire, voire une sanction pénale, puisque c'est une intrusion dans un système d'information non autorisé. Et on voit actuellement dans des gros établissements, des grandes métropoles,
qu'une personnalité arrive dans cet établissement et que immédiatement, un certain nombre de professionnels, non pas par malveillance, mais par une curiosité mal placée, vont immédiatement aller voir ce qui s'est passé. Je ne parle pas là du certificat de vaccination de l'actuel président de la République, qui est absolument scandaleux qu'un professionnel de santé s'affranchisse des règles du secret médical qu'il doit respecter par pure curiosité, même lorsque ce n'est pas de la malveillance. Enfin, il doit y avoir bien sûr une coopération entre les professionnels de santé, tout le monde le dit. Mais je vais dire que les choses se passent bien dans les territoires, se passent très bien dans la proximité, mais ça se complique considérablement lorsque l'on monte au niveau des états-majors. Le dernier exemple est celui du projet de loi, puisque c'était à l'époque un projet de loi de financement de la sécurité sociale, où l'accès direct, on a évoqué un pansement ce matin, mais l'accès direct à des soins de kinésithérapie a été contesté par mes confrères des organisations syndicales et malheureusement aussi du Conseil national de l'ordre, dans une vision un peu corporatiste, il faut bien le dire, du sujet, alors que l'heure n'est plus à cela, puisque dans les réalités territoriales, les coopérations entre les infirmiers, les pharmaciens, les médecins, les sages-femmes, les masseurs kinésithérapeutes se passent globalement assez bien. Donc, ça n'est pas très facile que de se constituer en équipe de soins en gardant des conceptions d'autrefois, qui avaient pu faire preuve de leur qualité, de leur mérite, mais c'était autrefois, et ça n'est plus le cas actuellement. Ces équipes de soins supposent bien évidemment un financement et c'est donc les objectifs du numérique. Et puis enfin, je vais terminer parce que je vois que le temps tourne et que Dominique Pon doit s'exprimer avant que le ministre n'intervienne. Je voudrais dire un mot sur l'appel des 55 organisations. On ne peut que souscrire, bien évidemment, au fait qui porteur par cette communication commune demandant que la santé soit dans le programme présidentiel. Mais qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on dit la santé va être dans le programme présidentiel? Est-ce que c'est l'organisation des soins ou est-ce que c'est la prévention? Alors on va ressortir la prévention qui est un élément très important, ce que je ne conteste pas, que la prévention soit un élément important, mais est-ce que c'est un appel unique, une voix unique? Il serait bien que les 55 organisations qui ont pris la parole s'expriment d'une seule voix. Moi, je crains vraiment que ça devienne une véritable tour de Babel, parce que quand concrètement il y aura des propositions de nature politique, puisque c'est le vivre ensemble que l'élection présidentielle et l'élection législative qui va suivre, ça devienne vraiment quelque chose de très compliqué, puisque chaque signataire, comme il l'a montré d'ailleurs à l'occasion du projet de loi de financement de sécurité sociale, se réfugie dans sa citadelle en considérant que ce qui n'est pas bon pour lui n'est bon pour personne. Je vous laisse donc sur une note peut-être un peu pessimiste, mais je crois qu'il faut vraiment être dans la réalité. Merci de votre attention. Merci infiniment, Monsieur le Président. Sans plus de transition, je vais donner la parole à Dominique Pon, qui est directeur général de la clinique Pasteur à Toulouse, responsable ministériel au numérique en santé. Monsieur Pon, une question très simple et très rapide. En matière d'innovation en santé, comment favoriser le développement des usages numériques, mais comment favoriser, je dirais, l'innovation en santé de façon générale en France et rendre à la France un peu sa souveraineté dans ces domaines? La parole est à vous, Monsieur Pon. Merci beaucoup pour cette invitation. Évidemment, j'ai une sainte horreur des discours prosélytes, pontifiants et lénifiants, donc j'ai aucune prétention d'asséner une vérité. Je veux juste partager ce à quoi je crois personnellement et ce que j'ai moi-même dans mon cœur. Donc c'est plutôt avec le cœur que je vais parler, plutôt qu'avec la prétention de tenir un discours de vérité. Effectivement, je suis un petit gars de province, voilà, qui travaille dans une petite clinique, voilà, à Toulouse, et qui a eu la chance d'être appelé, c'est les hasards de la vie, par le ministère de la Santé pour globalement conduire une politique publique, c'est-à-dire piloter une transformation publique, établir un virage au numérique en santé. Et en fait, ça m'a permis
d'expérimenter par moi-même ce à quoi je croyais en matière d'innovation et de conduite du changement, en me disant ce que je fais, ce que j'essaie de faire dans ma vie depuis que je travaille en matière d'innovation, en matière de transformation des choses, est-ce que c'est possible de le faire au niveau d'une politique publique? Et donc, au lieu de faire comme 99% des Français, de tout le temps râler, de tchatcher, mais de pas faire, là, j'ai eu l'occasion de faire, et de me confronter au réel de ce que c'est que conduire une politique publique d'innovation, notamment en matière de numérique. Donc, pour moi, ce qui me choque le plus dans le monde qu'on vit, pour vous le dire aussi avec le cœur, c'est que si on réfléchit bien, je vois toujours pas les grands projets humanistes de notre époque. Franchement, je vois pas. Vous voyez, des projets qui seraient porteurs de nos traditions de pensée, qui est une tradition de pensée humaniste issue de la pensée gréco-latine, qui place l'homme et les valeurs humaines, l'humain et les valeurs humaines au-dessus des autres valeurs. En fait, elle s'accommode mal de la technologie, des innovations technologiques aujourd'hui. Vous voyez, on n'utilise pas les technologies d'aujourd'hui à des fins humanistes. Vous allez me dire, on s'en fout, on a Twitter, on a Google, on a Facebook, on a le Big Data, on a l'intelligence artificielle, on a les objets connectés, on a l'IoT, on a la blockchain, tout ça, on a toute cette espèce de logorée technologique qui a remplacé la pensée, d'accord, mais on n'a toujours pas de grands projets humanistes dans les technologies d'aujourd'hui, en France, en Europe, qui nous inscrirait dans une sorte de destin commun qui ferait sens pour nous tous. On n'a pas ça. Alors, ce qui est hyper bizarre, c'est que les révolutions technologiques d'aujourd'hui, notamment la révolution du numérique, c'est une révolution qui est à peu près aussi déterminante que celle de l'imprimerie, de Gutenberg et tout ça. Mais alors que l'imprimerie, par exemple, au XVIIIe siècle, en France et en Europe, on s'en est saisi pour l'essor du siècle des Lumières, des droits de l'homme et tout ça, et de la pensée humaniste, en fait, aujourd'hui, toute la révolution technologique, elle est empreinte d'une pensée plutôt soit à l'américaine, c'est-à-dire très libérale, libertaire, soit à la chinoise, plutôt autocratique et liberticide. Et nous, en Europe, pour porter des projets humanistes, utilisant cette technologie comme on l'avait fait il y a quelques siècles avec l'imprimerie en Europe et en France, où on était à l'époque pas encore des bourgeois mais des révolutionnaires, aujourd'hui, on ne nous voit pas, on n'est pas dans le match, on n'est pas sur le terrain. On tchatche, on est à moitié effrayé, à moitié fasciné par les GAFAM, mais nous, on ne construit pas notre propre voie. Et donc pour moi, le premier point, c'est de retrouver en France, en Europe, cette pensée humaniste. Et je sais bien que c'est plus trop à la mode de parler d'humanisme, mais pour moi, c'est l'avenir. Et de dire, voilà, on va tracer notre propre voie dans l'innovation, dans la technologie, dans le numérique notamment, en disant, nous, notre fil directeur, notre emblème en Europe, en France, c'est l'éthique, c'est l'humanisme. Moi, je suis persuadé que si on dit, c'est ça notre politique, c'est ça notre vision, c'est ça notre conviction, on va attirer les talents. Parce que on sera peut-être moins fort sur le big data que les Américains, on sera peut-être moins fort sur l'IoT que les Chinois, mais nous, on dira, on va être meilleur sur le RGPD, on va être meilleur sur l'éthique de la technologie, on va être meilleur sur l'appropriation citoyenne des technologies, on va être meilleur sur la responsabilité et l'éco-responsabilité des technologies, parce qu'en fait, on croit qu'il faut d'abord mettre ce sens-là au cœur de l'innovation, au cœur de la technologie. C'est exactement l'impulsion que j'ai donnée de façon hyper concrète sur la feuille de route du numérique en santé en disant, il faut que le numérique en santé en France désormais soit éthique, souverain et citoyen. Éthique, c'est quoi l'éthique, C'est 4 piliers. Il y a un consensus mondial pour dire ce que c'est que l'éthique. C'est la bienfaisance. On essaye de faire le bien. Ça fait partie c'est ça la technologie. En même temps qu'on fait le bien, on essaye de pas trop faire le mal, confère le fameux primum non nocere du serment d'Hippocrate, fais pas trop le malin à dire que tu fais le bien, regarde les effets pervers de ce que tu fais. L'autonomie, 3e valeur, rendre les gens autonomes, les citoyens autonomes. Voilà, la technologie, c'est d'abord un outil d'émancipation citoyenne. Et 4e point, la justice. Ça doit être juste ce qu'on produit. Redécliner ces concepts d'éthique dans la technologie, dans le numérique en santé, dans la technologie de manière générale et dans l'innovation, pour moi, c'est clé. Tant qu'on ne pose pas un cadre de valeurs, qu'on n'est pas sincère dans la façon dont on porte les valeurs,
on n'attire pas les talents. Les gens ne vous croient pas. Et les gens ne peuvent pas s'inscrire. On est dans une tradition de pensée qui a besoin de comprendre où on va et que cette voie-là, elle va dans l'humanisme. Deuxième point qui me paraît clé, c'est la souveraineté. Voilà, moi, je fais partie des gros ringards il y a 15 ans. Quand je disais il y a 15 ans, moi, j'y crois pas. Je crois pas que la France et l'Europe doivent être pieds et poings liés aux GAFAM. C'était ringard à l'époque de dire ça, en disant mais non, il faut construire notre propre voie, quoi. Il faut construire nos propres plateformes et il faut avancer sur la technologie en France et en Europe avec une souveraineté. Vous avez remarqué depuis quelques temps que la souveraineté, c'est devenu hyper fashion. Donc, ça y est, maintenant, enfin, je suis fashion en croyant à la souveraineté en matière d'innovation, de technologie, de numérique en France, en Europe et construire nous-mêmes nos plateformes humblement, pas à pas, mais en tout cas, en y allant vraiment et en se contentant pas de dire deux, trois trucs, deux, trois banalités dans les salons. Troisième point qui me paraît essentiel en termes de valeur pour l'innovation en France, en santé et dans l'innovation technologique, c'est de penser citoyen. Enfin, c'est incroyable de voir que chaque fois qu'on pense innovation, on pense aux professionnels de la profession. On pense jamais à ma tati dans l'Ariège qui est pas geek. Alors que c'est elle, peut-être qu'il faut d'abord adresser avec des outils technologiques aidants, éthiques, qui respectent sa vie privée, mais d'un autre côté qui lui facilitent sa vie. Donc la citoyenneté, mettre le citoyen au cœur, à la fois pour construire des outils pour lui, des cas d'usage pour lui, mais aussi en l'intégrant directement dans la gouvernance de l'innovation au plus haut niveau de l'État, pour moi c'est clé. Je vous donne un tout petit exemple. On a lancé un comité citoyen il n'y a pas très longtemps où on a tiré 30 Français au sort. Donc, monsieur, madame, tout le monde, là, il y a même un type, il n'avait même pas de quoi avoir une voiture pour aller à la gare, pour monter à Paris, pour venir. C'est devenu un expert de l'e-santé en 3 week-ends. On a dit à ces 30 Français, on vous forme pendant 2 week-ends sur des sujets hyper compliqués juridiquement, techniquement, et vous allez nous rendre un rapport tous ensemble. Ils ont bossé 3 week-ends, on a fait venir des experts, on a fait le pari de leur faire confiance, de les former. Le rapport qu'on a rendu public de ces citoyens, je peux vous dire, il y a un facteur 10 par rapport à un rapport d'ENARC en termes de qualité de maturité. C'est hallucinant dès lors qu'on croit à la citoyenneté, c'est une sorte de RIC gilet jaune qu'on a fait un petit comité, un laboratoire. Mais globalement, si vous faites confiance aux gens, que vous prenez le temps de les former, ils se sont même mis d'accord entre eux pour écrire ce rapport très mature et d'une grande qualité, alors qu'habituellement, on dit les Français n'arrivent jamais à se mettre d'accord. C'est tout seul, ils ont réussi à proposer un consensus avec plein de choses, pour l'instant, qu'on n'a pas instruit, qui vont peut-être nécessiter de repasser par le Parlement, etc. Mais en tout cas, faire confiance aux citoyens partout dans l'État, c'est ça qui va stimuler aussi le sens. Et si on stimule le sens, ça stimule l'innovation. Troisième point qui me paraît important, c'est de redéfinir le rôle de la puissance publique. Moi, je pense que dans le domaine de la santé c'est pas un truc, c'est pas comme tous les autres secteurs. La santé, pour moi, de façon assez schématique, c'est un secteur où des humains prennent soin d'autres êtres humains. Donc, si nous on n'est pas humaniste, je sais pas qui va l'être, quoi. La santé, ce que ça a de particulier, c'est que c'est un secteur administré. Les autorisations des établissements de santé, la régulation, c'est planifié, c'est administré. Et troisième point, c'est financé par les cotisations sociales, c'est-à-dire par nous tous. On ne peut pas imaginer un monde dans le secteur de la santé qui soit totalement libéral et libertaire. Donc, par rapport à ça, moi, ce que je crois, c'est que ça veut dire qu'il y a un rôle central de l'État. Jacques Lucas l'a dit tout à l'heure. L'État doit être au cœur, mais l'État, c'est pas lui qui va être le fournisseur d'innovation. L'État, il doit fournir le cadre, il doit fournir les plateformes socles, les fondations pour que les innovateurs, les créateurs d'idées, les créateurs d'innovation, ils se branchent dans un cadre clair qui garantit l'éthique, qui garantit la sécurité pour les citoyens, mais en se branchant sur des plateformes souveraines numériques qui soient les nôtres et qui soient pas celles de la Californie ou d'autres pays, qui soient les nôtres. Et là-dessus, on dit à tout l'écosystème de l'innovation en France et en Europe, branchez vos services numériques dans ce cadre éthique et branchez-les sur les plateformes régaliennes. Un peu comme quand les pouvoirs publics dans une ville font le code d'urbanisme, font les routes, les ponts, le tout à l'égout et font pas les maisons. C'est le privé qui fait les maisons, mais les maisons, elles sont construites selon un code d'urbanisme et avec un permis de construire délivré par la puissance publique. Je crois que l'innovation, c'est ça. L'innovation, c'est pas le bordel. L'innovation, c'est pas la dérégulation. L'innovation, c'est un juste rapport entre le rôle de la puissance publique et une sorte de jardinier
qui propose de l'engrais, qui propose des plantes, qui met des rangées, qui régule tout ça, et les innovateurs qui font pousser des arbres, des plantes, etc. Et je crois que ce modèle-là, c'est un modèle qui convient totalement à la tradition de pensée française. Troisième point qui me paraît essentiel, et qui chaque fois, c'est une névrose française, ça pour moi, en matière d'innovation, notamment dans la santé, mais pas que, c'est de croire que dans tous les problèmes qu'on a, il va sortir quelque part une femme ou un homme providentiel qui va tout résoudre. Mais ça, c'est une connerie sans nom chaque fois, d'attendre le Messie chaque fois qu'on a un problème en France. Moi, je crois absolument pas ça. Ça n'existe pas, les femmes ou les hommes providentiels. Le seul truc qui existe, c'est les réussites collectives. Donc, miser sur le collectif, fédérer, non seulement concerter, donner une route, mais embarquer les gens en faisant croire à nouveau, en redonnant cette espèce de souffle et de désir en France de travailler ensemble, au lieu de se concentrer sur ce qui nous divise, se concentrer sur ce qui nous lie. Ça, pour moi, c'est le terreau essentiel qui va, comment dire, qui va garantir le fait que les gens en confiance vont donner le meilleur d'eux-mêmes, vont donner le supplément d'âme qu'il faut pour créer de l'innovation et tirer notre pays et notre continent, l'Europe, vers le haut. Ça, pour moi, c'est un point clé. Dernier point que j'ai remarqué dans la vraie vie, puisque Jacques a expliqué ce qu'on faisait concrètement du point de vue du numérique, mais moi que j'ai remarqué, c'est qu'il y a aussi une histoire de culture, à mon avis, managériale à transformer au niveau de la puissance publique. Je pense qu'il y a un vrai sujet autour d'une transformation de culture, une transformation de modèle managérial au sein de la puissance publique. J'ai découvert voilà, que partout dans les ministères, partout dans ces agences d'État, les gens travaillent énormément. Il y a énormément d'intelligence, d'engagement, de valeur, de capacité de travail. C'est fou, c'est énorme le travail qui est accompli. Mais il y a énormément de déperdition d'énergie. Et en fait, la déperdition d'énergie, pour moi, elle est liée à plusieurs choses. La première chose, c'est que le modèle de gouvernance, il est super compliqué et je défie quiconque de dire mais qui c'est le chef à la fin de tel ou tel sujet technique. En fait, les décisions et le modèle de gouvernance qui est très compliqué et complexe de nature, en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez un réseau de neurones qui, in fine, prend une décision sur un sujet concret. Tout peut pas remonter au président de la République. On doit être capable de prendre des micro-décisions. En fait, ces micro-décisions dans le modèle actuel de gouvernance de la puissance publique entre le national et le territorial, il est beaucoup trop compliqué pour être capable de prendre des décisions concrètes qui soient dans le rythme de ce qui est attendu pour de l'innovation. Ça, c'est un problème majeur à travailler. Et du point de vue simplement de la culture qui est mortifère pour moi au niveau de la puissance publique telle que je l'ai découverte, et que c'est vraiment dommage, c'est que la peur de mal faire l'emporte sur l'envie de bien faire. C'est la maladie, c'est la grosse maladie, ça. On raisonne risque, avant de raisonner, c'est bien pour le citoyen, donc il faut que j'y aille, même s'il y a un risque. Et en fait, ça là, au-delà du fait que c'est normal que la puissance publique doive, pour stimuler l'innovation, cadrer, bien sûr, on doit garantir une éthique, mais il faut qu'en termes de capacité des gens, des acteurs, si on veut obtenir le meilleur d'eux-mêmes, et il y a plein d'acteurs fantastiques dans la puissance publique, il faut leur redonner cette possibilité que l'envie de bien faire dépasse la peur de mal faire. Pour moi, ça, c'est un point qui est majeur. Si tout ça, c'était vraiment assumé dans toutes les politiques publiques, notamment sur les politiques de technologie, les valeurs, croire au collectif, engager le citoyen et faire tout pour le citoyen, le mettre dans la gouvernance, avoir une gouvernance plus simple, où on pourrait faire venir des gens de terrain sur des missions sans faire carrière, un petit peu comme ce que j'ai fait d'ailleurs, ce qui aura une fin, ma mission, où on dit à quelqu'un, voilà, tu fais ça pour ton pays, c'est ton service civique, fais avancer un sujet, on te le confie, tu peux prendre des risques, tu rates, tu sors, mais en tout cas, tu as la possibilité de venir aider la puissance publique, aider ton pays pour conduire une politique publique, avec bien sûr tout le cortège des fonctionnaires qui nous aident. Ça, je pense que ce serait de nature à accélérer un petit peu notre capacité à avancer plus vite et donc être dans le bon rythme par rapport à l'innovation et au rythme qu'imposent en fait les innovations technologiques. Et en fait, si on déployait ça de façon hyper volontariste, moi, ce dont je suis persuadé, et je conclurai là-dessus, c'est qu'on attirera tous les talents, on attirera tous les désirs,
On attirera le petit gars ou la nana qui sort de Polytechnique ou d'HEC ou des grandes écoles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donnera du sens. Et les jeunes d'aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, avec tous les grands enjeux sociétaux et environnementaux, ils seront beaucoup moins à la recherche de fric ou d'ego comme on a connu dans les années 1990. Aujourd'hui, ils sont à la recherche de sens. Et si on donne ce sens, si on est sincère sur ce cadre de valeur, sur cette vision-là, on attirera les talents. Derrière, il restera une seule chose, c'est le pragmatisme. Et le pragmatisme, en France, il passe par de l'humilité. Ce qui nous manque, c'est de l'humilité. Chaque fois, on fantasme sur le fait qu'on est capable de faire de grandes choses et des choses simples à faire collectivement, on ne le fait pas. Et donc, moi, je milite pour que en France et en Europe, l'ambition, elle passe par un discours humble et une série d'actions pragmatiques, réalistes et humbles. Si on met tous ces ingrédients, je suis persuadé qu'on peut faire de la France et de l'Europe en matière de numérique en santé, comme en matière d'innovation technologique en santé, un des leaders mondiaux. Voilà ce que j'avais à vous dire, Patrick et Grégory. Merci beaucoup Dominique. Je vais laisser la place au président pour une courte conclusion avant qu'on coupe pour l'arrivée du ministre. Merci infiniment pour ce message qui est unanimement salué par le chat et les nombreuses personnes qui nous suivent et qui leur ont mis une grande forme juste avant l'arrivée du ministre. Merci beaucoup Dominique, merci pour tout. D'abord, je tiens à remercier tous les présents qui sont venus, parce que comme l'a dit Jacques, c'est important qu'on se voit, qu'on se touche et bientôt qu'on s'embrasse, mais on va encore attendre un peu, on va faire des écouvillonnages avant. Effectivement, les usages du numérique, c'est essentiel. Tout à l'heure, la doctorante l'a dit, il y a tout le cadre réglementaire et juridique et d'accès avec ce numérique à la française. Alors, Dominique est encore plus grand puisqu'il voit le numérique à l'européenne avec... mais on n'arrive pas à faire une Europe de la santé ni une Europe de l'armée. Donc peut-être que du numérique, ce sera plus simple, ça a toujours des bits et on arrivera toujours à coder ensemble. Mais ce sera quand même compliqué. En tout cas, c'est au service de l'intérêt collectif tout ça. Et ça va rendre du temps soignant. Alors, la réalité que tu nous as décrite, moi j'ai découvert ça et ça fait pas rêver, mais bon, si c'est ça, effectivement, je dis pas que les infirmiers vont le contrôler, mais il faut qu'on accompagne pour le développer, mais pour trouver notre place, parce qu'on sait que cette espèce de workflow, finalement, va finir par nous remplacer et il faut qu'on trouve notre place par ailleurs, comme Guy Valencien l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'il n'y aura plus de généralistes bientôt et il faut avoir une pensée globale justement sur ce sujet-là. En tout cas, ça peut permettre d'éviter d'avoir des trous dans la raquette sur ces sujets-là et donc d'améliorer à la fois le suivi des bilans et surtout la coordination qui pêche vraiment beaucoup puisque depuis les derniers états généraux de la santé, il y a quelques années, Jacques, c'est toujours un sujet d'actualité dans notre monde de la santé. En tout cas, il faut prévoir pour les professionnels que l'on est, et j'ai découvert aussi qu'il y avait de l'intelligence artificielle à certains IFSI. Donc il y a 330 IFSI, et c'est vrai qu'il va falloir pouvoir penser à former le stock des infirmiers qu'on est, 750 000, pour les amener à cette maturité, pour les amener à permettre cette évolution qui, de toute façon, si on ne la prend pas en marche, le train va nous rouler dessus et ça va être beaucoup plus compliqué et je pense qu'on a besoin de ce lien physique, de cette présence. En tout cas, nous, les chiffres qu'on a eus dans la dernière consultation qu'on a menée en ligne, c'est toujours pareil, c'est 85% des infirmiers nous disent qu'ils ont une vraie appétence et qu'il faut mobiliser les données de santé et pour renforcer la veille et la prévention des soins, de la prise en charge. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'obstacle majeur là-dessus. Au contraire, on est déjà plutôt intégré à l'outil numérique, que ça va permettre aussi de dégager du temps patient, peut-être de remplir des tâches administratives qui échouent quelquefois à l'infirmier parce que on a dégraissé le mammouth comme on a fait dans une autre administration et que finalement ça crée cette tension dont a parlé beaucoup la présidente de la commission des affaires sociales tout à l'heure. Et puis qu'il faut aussi intégrer plus les soins infirmiers dans cette machinerie informatique avec toutes les valeurs des lumières telles que l'a décrite Dominique. Après, toute la question, c'est les territoires où sont des zones blanches, où finalement, quand on voit cet axe est-sud-ouest, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de difficultés, à la fois pour l'installation et à la fois pour le développement des soins.
Donc les jeunes générations qui vont nous succéder tout à l'heure, après le ministre, on est en train de regarder si ça fonctionne, peut-être seront les acteurs plus proactifs de cette révolution. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas qu'on se départisse de ce volet clinique qui nous caractérise, de ce volet relationnel qui crée ce lien privilégié avec les patients et donc de développer cet outil numérique au service des prises en charge.